Une scène très ordinaire. Vous êtes au lit. Vous êtes fatigué. Vraiment fatigué. Vous avez tiré le drap, éteint la lumière. Tout est silencieux dans la maison. 30 secondes passent. Vos yeux s'ouvrent dans le noir. Et ça commence. Une phrase qu'on vous a dite ce matin revient sans prévenir. Vous la rejouez. Vous cherchez ce que la personne a vraiment voulu dire. Vous formulez la réponse que vous auriez dû faire. Vous repensez à une autre conversation plus ancienne qui ressemblait. Vous prévoyez ce que vous direz demain. Vous reformulez. Vous changez d'avis. Vous comparez votre vie à celle d'un inconnu dont vous avez vu une image dans la journée, sur un écran. 1 heure passe. Vous tournez la tête vers le réveil. Vous calculez combien d'heures il vous reste avant qu'il sonne. Cette pensée ajoute de l'angoisse à l'angoisse. Vous fermez les yeux plus fort, comme si ça pouvait aider. 1 autre heure passe. À 2 heures du matin, vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi vous n'arrivez plus à dormir comme avant? Pourquoi votre tête refuse de s'arrêter quand votre corps demande, lui, à se reposer? Vous ne savez pas, à cet instant précis, qu'il y a presque 2000 ans, un empereur romain que vous connaissez si vous suivez Sagesse stoïcienne depuis un moment, a pris un stylet et a tracé, sur un carnet qu'il ne destinait à personne, 2 mots qui auraient pu changer cette nuit que vous êtes en train de vivre. 2 mots. N'ajoute pas. Pendant cette petite heure, je vais vous dire ce que ces 2 mots veulent dire, d'où ils viennent. Pourquoi un empereur les a tracés dans la solitude de sa tente, sur les rives d'un fleuve glacé, il y a 20 siècles? Et surtout, comment ces 2 mots, mis en pratique dans votre vie d'aujourd'hui, peuvent transformer la nuit que vous venez de vivre en quelque chose de très différent. Je vais vous donner 4 outils précis, hérités de la plus longue tradition de discipline mentale que l'Occident ait produite. Le stoïcisme. Pas un cours d'histoire, pas une boîte à citations. Une discipline mentale étonnamment moderne pour vivre dans le bruit sans en être détruit. Mais avant les outils, il faut comprendre une chose simple, presque dérangeante, qui pourrait à elle seule changer la manière dont vous traversez vos soirées. Ce que vous croyez être le problème ne l'est pas. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter à ce qui s'est joué dans le monde réel ce matin. Pas la version intérieure, la vraie. Celle qui s'est déroulée à l'extérieur, en quelques secondes, avant que votre tête ne s'en empare. Imaginez, une chose vous est arrivée aujourd'hui, quelque chose de petit, pas une tragédie, une phrase qu'une personne vous a glissée en passant, un message lu et pas répondu, un regard qui s'est posé une demi-seconde de trop, une nouvelle que vous attendiez et qui n'est pas venue, une image aperçue sur un écran quelques secondes. La chose en elle-même dure quoi? 20 secondes? 1 minute au plus? Puis vous reprenez le cours de votre journée. Vous croyez que c'est fini. À midi, vous y repensez. À 15 heures, en faisant toute autre chose, le film recommence. À 18 heures, en rangeant quelque chose ou en marchant, vous reformulez ce que vous auriez dû dire ou faire. À 21 heures, vous évoquez la scène avec quelqu'un que vous aimez et vous découvrez en la racontant que vous y aviez pensé bien plus que vous ne le pensiez. À 23 heures, allongé dans le noir, vous y êtes encore. 20 secondes le matin, 11 heures dans votre tête le soir. Ce n'est pas la chose qui a pris 11 heures, c'est tout ce que vous avez construit autour. Le récit, les hypothèses, les conséquences possibles, les réponses imaginaires. Un édifice entier, bâti par vous, en vous, à partir d'une chose qui, dans la vraie vie, a pris 20 secondes. Et vous croyez que c'est la situation qui vous épuise. Vous croyez que c'est la personne, le message, la décision en attente qui vous épuise. C'est faux. Ce qui vous épuise, c'est tout ce que votre tête fabrique autour, pendant les 23 heures et 55 minutes où la chose elle-même n'est plus là. Je voudrais vous donner un autre exemple, parce que celui d'une phrase entendue est peut-être trop léger. Vous attendez une réponse importante, un retour sur un projet,
le résultat d'un examen médical, une nouvelle qui peut changer quelque chose dans votre vie. La nouvelle elle-même n'est pas encore arrivée. Elle arrivera dans 3 jours. Que faites-vous pendant ces 3 jours? Vous vivez 3 fois. Vous vivez la version où la nouvelle est bonne et vous imaginez ce que ce sera. Vous vivez la version où elle est mauvaise et vous imaginez comment vous allez gérer. Vous vivez la version intermédiaire et vous imaginez ce qu'elle voudra dire. Vous avez vécu en 3 jours des dizaines de scénarios. Vous êtes arrivé épuisé à l'instant où la vraie nouvelle est tombée. Et quand elle est tombée, elle a duré 2 minutes. La vraie nouvelle, celle qui est réellement arrivée. Vous voyez le ratio. 3 jours d'usure, 2 minutes de réel. C'est ce ratio que je vous propose qu'on regarde parce que c'est lui le vrai problème de votre équilibre mental. Pas la liste de ce qui vous arrive, le ratio entre le réel et le commentaire. Et le commentaire ne prend pas qu'une seule forme. Il y en a plusieurs qui se relayent pour occuper votre tête à différents moments de la journée. Il y a celui qui vous regarde derrière, une conversation d'il y a 3 semaines à laquelle vous repensez sans raison apparente et que vous rejouez intérieurement en cherchant comment vous auriez pu y répondre autrement. Cette conversation est terminée depuis 21 jours. Le sujet n'a plus aucune conséquence concrète. Et pourtant, à des moments imprévisibles, en lavant la vaisselle ou en attendant un feu rouge, le film recommence. C'est le commentaire souvenir. Il y a celui qui vous regarde devant. Vous êtes au lit, vous devriez dormir. Au lieu de cela, vous êtes en train d'écrire mentalement le message que vous enverrez demain à 9 heures. Vous reformulez la première phrase, puis la deuxième. Vous testez 2 ou 3 versions. Vous décidez que vous direz plutôt autre chose. Vous décidez encore autre chose. C'est le commentaire répétition. Et il y en a un troisième qu'on remarque peu parce qu'il ressemble à une bonne nouvelle. C'est le commentaire projection positive. Vous imaginez la suite favorable, le projet qui aboutit, la personne qui vous remarque, la conversation qui se déroule à votre avantage. C'est agréable sur le moment. Mais à mesure que vous habitez ces projections, votre énergie réelle baisse. Vous avez déjà vécu la satisfaction sans avoir fait le travail. Vous arrivez devant la vraie scène, le lendemain, étrangement épuisé, en sachant moins ce que vous vouliez vraiment dire que si vous n'aviez rien préparé du tout. Le commentaire prend ces 3 formes au moins, et probablement quelques autres, toutes différentes, toutes en commun ceci. Elles vous prennent du temps que vous n'avez pas sur un objet qui n'existe pas encore ou qui n'existe plus. Il faut dire une chose à la décharge de ce mécanisme. Il n'est pas en vous par hasard. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, anticiper, rejouer, prévoir le pire, modéliser ce que pense l'autre, tout cela vous a très probablement gardé en vie. Quand on vit en clan autour d'un feu, savoir lire les non-dits et imaginer la réaction de l'autre est une compétence vitale. Le commentaire automatique est, à l'origine, un outil de survie. Le problème, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui dans des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Vous n'êtes pas en danger physique de la part de la personne dont la remarque vous tourmente. Vous n'allez pas être exclu du clan parce qu'une nouvelle est en retard. Et pourtant, votre système intérieur, lui, continue de réagir comme si chaque micro-événement social pouvait engager votre survie. Il fait tourner ses calculs en boucle, sans repos, pour un risque qui n'est plus là. Les stoïciens, sans connaître la théorie de l'évolution, avaient déjà perçu cette disproportion. Ils l'appelaient autrement, mais ils l'avaient vue. Ils ont passé une partie de leur travail à fournir des moyens de désactiver, dans les situations sans danger, ce mécanisme qui mange l'attention sans servir à rien. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Ce que je viens de dire à première écoute peut donner l'impression qu'on vous reproche de penser trop. Comme si on vous disait
Arrêtez de ruminer, c'est de votre faute. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Le commentaire automatique n'est pas un défaut de votre caractère. C'est un fonctionnement humain. C'est la même chose chez tout le monde. C'est en place chez vous depuis l'enfance. C'est probablement utile dans certaines circonstances, et c'est probablement même ce qui a contribué à vous protéger dans des moments où vous deviez anticiper. Personne ne vous demande de devenir une personne qui ne pense plus ou qui ne s'inquiète plus de rien. Ce que je vous propose est plus précis. Vous reconnaître à ce commentaire, le voir pour ce qu'il est, et savoir le distinguer de la chose réelle. Ce qui change tout, c'est cette distinction. Une fois qu'elle est posée, votre énergie mentale arrête de couler dans un trou sans fond. Tout ce que je viens de décrire, votre tête qui fabrique des récits à partir de presque rien, votre énergie qui coule dans un trou sans fond, des hommes l'ont vu et nommé il y a 20 siècles. Ils ont cartographié votre nuit plus précisément que beaucoup ne le font aujourd'hui. Et ils ont laissé une boîte à outils que vous pouvez encore utiliser ce soir, depuis votre cuisine, avec un téléphone à côté de vous. Il faut les rencontrer maintenant. Acte 2. Ce que les stoïciens ont vu. Il y avait à Athènes, il y a 23 siècles, un endroit qu'on appelait le Portique peint, la Stoa Poikile. C'était un lieu public, en plein cœur de la ville, avec un grand toit soutenu par des colonnes. Les passants y trouvaient de l'ombre, les commerçants y déposaient leurs marchandises, les promeneurs s'y arrêtaient pour discuter. Un homme s'y installait pour enseigner. Il s'appelait Zénon. Il venait de Chypre. Il avait perdu sa fortune dans un naufrage des années plus tôt, et il disait que ce naufrage avait été le plus beau voyage de sa vie, parce qu'il l'avait conduit à la philosophie. C'est de ce portique, de cette stoa, que vient le mot stoïcisme. Pas d'une école fermée, pas d'un cercle pour initier, d'un lieu ouvert, bruyant au milieu des passants. Une philosophie née debout, au milieu du monde, accessible gratuitement à qui voulait entendre. Je vous dis ça parce que ça compte pour la suite. Le stoïcisme n'a jamais été une retraite hors de la vie. Il a été pensé dès le départ comme une discipline pour traverser la vie, pas pour la fuir, pour la traverser sans s'y casser. Ce que Zénon et ses successeurs ont commencé à voir, dans cette stoa, c'est exactement ce que je vous décrivais tout à l'heure. La distinction entre ce qui arrive et le récit qu'on construit dessus. Ils l'ont formulé d'une manière qu'on a retrouvée presque mot pour mot, 2 siècles plus tard, dans un petit livre écrit par un de leurs héritiers. Un manuel court, qu'on peut lire en 1 heure. La première phrase importante du livre dit, en substance, ceci. « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, c'est l'opinion qu'ils en ont. » Lisez cette phrase 2 fois, posément. Elle a 2000 ans. Elle est plus juste que la plupart de ce qu'on entend aujourd'hui sur le bien-être. Ce ne sont pas les choses, c'est l'opinion qu'on s'en fait. L'événement brut, nu, sans habillage, n'est pas ce qui vous trouble. La preuve, c'est que le même événement arrive à plusieurs personnes différentes et ne produit pas du tout les mêmes effets. La même remarque dite à un voisin, peut-être qu'elle l'aurait fait sourire. La même nouvelle annoncée à un autre, peut-être qu'elle l'aurait laissé indifférent. La même attente vécue par quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'aurait pas peuplé ces 3 jours. Ce qui change, ce n'est jamais l'événement, c'est l'interprétation qu'on lui donne. Le stoïcisme moderne pose là sa fondation. Tout le reste vient de cette intuition. Mais le stoïcisme va plus loin. Il ne se contente pas de dire que l'opinion compte. Il décrit comment cette opinion se forme dans votre esprit et où exactement vous avez une marge de manœuvre. Les stoïciens utilisaient un mot grec pour désigner ce qui apparaît à l'esprit avant que vous ayez le temps de réfléchir. Une chose qui se présente, une représentation. Quand quelqu'un lance une phrase devant vous, en moins d'1 seconde, votre esprit fabrique une image.
Cette image n'est pas l'événement, c'est déjà un montage. Un visage perçu comme froid, un ton perçu comme sec, une intention supposée. Toute cette construction est instantanée, vous ne la voyez même pas se faire, elle arrive comme un paquet déjà ficelé. Ce paquet, c'est lui qui vous tourmente le soir, pas la phrase brute, le paquet. Et le stoïcisme dit une chose extraordinaire à ce sujet. Il dit que ce paquet, vous ne pouvez pas l'empêcher d'arriver. Personne ne le peut. Il est trop rapide, trop automatique, tout le monde le subit. Mais ce que vous pouvez faire, et c'est tout le travail stoïque, c'est de ne pas signer le paquet, de ne pas y mettre votre nom, de ne pas le laisser devenir votre vérité du soir. Une représentation arrive, vous la voyez arriver, et vous décidez si vous lui accordez du crédit ou pas. C'est ça, la marge stoïque. Pas l'absence de réaction, le tri. Cette idée, ce tri entre ce qui arrive à l'esprit et ce qu'on en accepte intérieurement, c'est un homme en particulier qui l'a systématisé. Il s'appelait Chrysippe. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. C'est normal. Il a écrit, selon les sources, plus de 700 livres. Il ne nous en reste presque rien, quelques fragments cités par d'autres. Et pourtant, sans Chrysippe, le stoïcisme aurait probablement disparu. Il fut le 3e chef de l'école, 2 générations après Zénon, et il a fait un travail dont peu de gens parlent aujourd'hui parce qu'il était austère. Il a logifié la philosophie. Il a décrit avec une précision presque mathématique comment l'esprit fabrique des propositions, comment il leur donne son accord, comment il s'engage par cet accord. Sans ce travail, les idées de Zénon seraient restées des intuitions. Avec lui, elles sont devenues une machine de précision intérieure, transmissible, enseignable. Quand vous prenez aujourd'hui un livre comme les Méditations de Marc Aurèle et que vous y lisez « N'ajoute pas », vous lisez en réalité le condensé poétique de tout un travail logique posé par Chrysippe 3 siècles plus tôt. Sans la première moitié du travail, la deuxième moitié, celle qui touche, ne tiendrait pas. Il y a une dignité particulière chez ces auteurs dont presque rien n'a survécu, mais sans qui rien n'aurait survécu. Une dignité du travail invisible, du travail dont les fruits sont récoltés par d'autres dans des époques qu'on ne verra pas. Cela aussi, c'est stoïque. N'ajoute pas. Quand quelque chose vous arrive, ne lui ajoutez rien. La chose en elle-même se suffit. Ce qui vous tourmente, c'est ce que vous ajoutez à la chose. Quelqu'un a dit une phrase, n'ajoutez pas. Votre patron vous a regardé une demi-seconde de trop, n'ajoutez pas. La nouvelle attendue est en retard, n'ajoutez pas. Cette personne ne vous a pas écrit depuis 3 jours, n'ajoutez pas. Vous voyez le geste. Ce n'est pas un geste pour devenir froid. Ce n'est pas un geste pour vivre sans émotion. C'est un geste pour ne pas multiplier inutilement vos charges intérieures. Marc Aurèle gouvernait un empire. Il avait à prendre des décisions sur des vies humaines, des armées, des frontières, des crises. Il avait largement de quoi être préoccupé. Il a écrit cette phrase parce qu'il avait remarqué, dans ses propres nuits, qu'il s'ajoutait à lui-même des poids qui n'étaient pas dans les choses. Il a appris à les retirer, un par un. Et il a laissé une note pour lui-même, pour s'en souvenir. Cette note nous est parvenue par un hasard improbable, à travers 20 siècles, dans un manuscrit copié de copies de copies. Et elle nous parle encore aussi nettement que si elle avait été écrite ce matin. Et c'est ici, justement, que je voudrais m'arrêter un instant avec vous. On parle souvent du stoïcisme comme d'une méthode utile, comme d'une boîte à outils pour mieux supporter la vie. Et c'est vrai. Mais c'est aussi autre chose, quelque chose dont on parle moins, qui demande à être dit doucement, et que je voudrais déposer ici, entre vous et moi, le temps d'1 minute. Le stoïcisme est beau. Pas utile, beau. Pensez à ce qui s'est passé, vraiment.
Un homme à Chypre perd toute sa fortune dans un naufrage. Il débarque à Athènes sans rien. Il commence à parler sous un portique à des passants qui ne savent pas qui il est. Quelques élèves le suivent, ils transmettent à leur tour. Un siècle passe. Un esclave né en Phrygie devient affranchi et enseigne à son tour, dans un grec simple, à des hommes libres qui viennent l'écouter. Un autre siècle passe. Un empereur romain, le plus puissant des hommes de son temps, ouvre un carnet à la lueur d'une lampe à huile, quelque part sur la frontière du Danube. Il y trace avec un stylet des phrases qu'il ne destine à personne. Il les écrit pour lui-même, pour ne pas oublier. Quand il meurt, le carnet survit. Personne ne sait pourquoi. Personne n'aurait dû le retrouver. Et pourtant il traverse 20 siècles, en silence, à travers les guerres et les empires et l'oubli. Et dans ce carnet, en 2 mots, vous trouvez la phrase qui désarme ce qui vous tient éveillé à minuit. N'ajoute pas. Voilà ce que je trouve beau. Pas seulement que ces hommes aient eu raison, mais qu'ils aient eu raison sans rien. Sans imagerie cérébrale, sans études statistiques, sans le moindre appareil de la science moderne, juste avec leur regard rigoureux posé sur eux-mêmes. Ils ont cartographié le fonctionnement intérieur de l'être humain avec une précision qu'aucune époque depuis n'a corrigée. Tout ce qu'on dit aujourd'hui de plus exact sur la pensée automatique, sur la régulation émotionnelle, sur la distinction entre événement et interprétation, n'est qu'une redécouverte de ce qu'ils ont vu nu. Et ils l'ont laissé pour vous. Pas pour vous nommément, ils ne pouvaient pas savoir que ce serait vous, mais ils savaient qu'un jour, longtemps après eux, quelqu'un serait assis quelque part, le soir, à essayer de comprendre pourquoi 6 mots lui ont pris 11 heures. Ce quelqu'un, c'est vous. Vous êtes assis dans la dernière ligne d'un travail commencé sous un portique d'Athènes il y a 23 siècles. Vous appartenez à cette filiation sans avoir eu à le mériter. Personne ne vous l'a demandé. Personne ne vous remettra de diplôme. Mais quand vous entendez « n'ajoute pas », vous entendez la voix d'un homme qui se parlait à lui-même au bord d'un fleuve et qui parle aussi à vous, à travers le temps, dans une langue qui n'est plus la sienne. Il y a là quelque chose qui est plus que de la philosophie. Quelque chose qui dit, à voix basse, que cette espèce dont vous faites partie n'est pas si mal. Qu'elle a, à plusieurs reprises dans son histoire, été capable de voir clair. Que ce regard clair vous précède et vous attend. Que vous n'êtes pas en train de l'inventer ce soir, vous êtes en train de le retrouver. Posez une seconde cette idée en vous. Le stoïcisme est beau. Et c'est peut-être ce qui le rend, en plus, utile. Cette philosophie a une particularité que peu d'autres ont. Elle a été pensée pour des conditions difficiles, pour des gens qui n'avaient pas le luxe de se retirer du monde. Marc Aurèle, je vous le rappelle, gouvernait pendant qu'il écrivait. Sénèque écrivait au milieu d'intrigues de cour mortelles. Épictète a transmis son enseignement après avoir été esclave, puis affranchi et boiteux toute sa vie. Aucun de ces hommes n'a écrit dans un monastère silencieux. Tous écrivaient dans le bruit. Et c'est exactement ce qui les rend utilisables aujourd'hui. Vous vivez probablement dans des conditions plus bruyantes encore que les leurs, en termes d'information continue, de comparaison sociale permanente, de notifications, d'attentes croisées qui vous suivent jusque dans votre lit. Une philosophie née dans le silence ne vous servirait à rien. Le stoïcisme, lui, a été calibré pour le bruit. Il s'épanouit là où d'autres pensées s'évanouissent. C'est peut-être pour cela qu'on assiste depuis quelques années à un retour discret mais réel de cette tradition. Pas par mode, par nécessité. Beaucoup de gens, sans plan, sans grande lecture, finissent par redécouvrir d'eux-mêmes ces gestes simples, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et quand ils tombent ensuite sur les textes anciens,
Ils sont surpris d'y trouver déjà écrit ce qu'ils venaient de comprendre tout seuls. Une dernière chose avant qu'on regarde les outils. Ces hommes ne se contentaient pas de penser, ils pratiquaient. Tous les jours. 5 minutes le matin pour préparer, 5 minutes le soir pour revoir. Le reste du temps, ils vivaient. Mais leur vie était traversée par un fil d'attention qu'ils avaient eux-mêmes posé. Le stoïcisme est moins une philosophie qu'une hygiène quotidienne de l'esprit. Les outils que je vais vous donner maintenant ne marcheront que si vous les faites, pas si vous y pensez, si vous les faites. 2 de ces 4 outils, vous les connaissez si vous suivez cette chaîne. On en a parlé plusieurs fois. Cette fois, je veux les prendre autrement, par un côté dont on parle rarement, parce que c'est dans ces côtés-là que se cache, en général, l'essentiel. Acte 3. Les outils par un côté qu'on oublie. Premier outil, le plus simple et le plus négligé. Nommez le commentaire pour ce qu'il est. Quand le récit se met en place dans votre tête à propos de la phrase qui vous revient ou de la nouvelle qui n'arrive pas, vous avez la possibilité de dire intérieurement, très calmement, 2 mots. Ceci est un commentaire. C'est tout. Vous ne luttez pas contre lui, vous ne lui demandez pas de partir, vous ne cherchez pas à le remplacer par une pensée positive. Vous le nommez. Ceci est un commentaire. Et il se passe quelque chose d'étrange. Au moment précis où vous le nommez, il perd de son autorité. Avant, il se faisait passer pour la vérité sur la situation. Maintenant, il est un commentaire parmi d'autres possibles. Il occupe sa vraie place. Une place de récit, pas une place de fait. C'est un geste minuscule. Vous pouvez le faire 20 fois par jour. Personne ne le voit. Personne ne sait que vous le faites. Mais à la fin de la semaine, vous avez désarmé des dizaines de récits qui auraient autrement, en s'accumulant, peuplé vos nuits. Et puisqu'on parle de nommer, je voudrais vous proposer quelque chose, juste pour cette fois. Dans les commentaires de cette vidéo, sous l'endroit où vous l'écoutez, prenez 1 minute. Une seule. Écrivez en 2 ou 3 phrases ce qui vous a pris 11 heures cette semaine. Le récit qui tourne en boucle, le commentaire qui ne vous lâche pas. Pas besoin d'une longue confession, juste de quoi le voir écrit hors de votre crâne. Quelque chose se passe quand on écrit ce qui nous occupe. La même chose exactement que ce que je viens de décrire, mais à l'extérieur. Vous nommez. Le récit perd son autorité. Une fois posé en mots dans la lumière du dehors, il rétrécit. Et si vous voulez, faites un tour dans ce que d'autres auront écrit. Vous y trouverez votre propre paquet sous d'autres formes, dans d'autres situations, chez des gens que vous ne connaîtrez jamais. Cela ne fait pas disparaître ce qui vous occupe, mais cela l'allège étrangement, de constater qu'il n'est pas qu'à vous. C'est une petite chose, mais elle me paraît juste dans le fil de ce qu'on regarde ensemble ce soir. Deuxième outil. Et là, je voudrais qu'on s'arrête un peu, parce que vous avez probablement déjà entendu parler de cet outil sur cette chaîne, mais d'un côté qui ne lui rend pas justice. On l'appelle la préméditatio malorum. Littéralement, la méditation préalable des mots. L'idée que les stoïciens proposaient, c'était de prendre un moment, le matin par exemple, pour visualiser tranquillement les choses désagréables qui pourraient arriver dans la journée. Une déconvenue, un retard, une personne mal disposée, un projet qui ne se déroule pas comme prévu. À première écoute, ça ressemble à une recette pour s'angoisser dès le réveil, et c'est l'erreur que beaucoup font quand ils essaient cet outil. Ils ferment les yeux le matin, ils se mettent à imaginer tout ce qui peut mal tourner, ils se réveillent l'estomac noué, et ils se disent que cette philosophie n'est pas pour eux. Mais ce n'est pas ça la préméditatio, et c'est ici qu'on parle souvent à côté. La préméditatio n'est pas de la rumination anxieuse. La différence entre les deux est énorme. La rumination anxieuse est subie, elle s'impose à vous. Elle est longue parce qu'elle tourne en rond sans jamais conclure. Elle est colorée d'émotions, elle revient sans cesse.
Elle vous laisse plus fatigué qu'avant. La préméditatio est choisie. Vous décidez, calmement, de regarder en face une possibilité. Vous la regardez quelques minutes, sans drame, sans coloration émotionnelle. Comme un acteur lit le scénario d'une scène qu'il va peut-être jouer. Puis vous refermez le scénario et vous passez à autre chose. La séance dure 5 minutes, pas 3 jours. Le but, en plus, n'est pas du tout le même. La rumination cherche à éviter le pire en y pensant assez fort, comme si la pensée pouvait conjurer la chose. C'est une magie inconsciente. La préméditatio, elle, cherche l'inverse. Elle accepte que le pire puisse arriver, elle le regarde sans broncher, et elle constate une chose surprenante. Le pire, vu en face, calme et nu, est presque toujours moins terrible que dans l'imagination floue. C'est ça, la vérité que personne ne dit assez sur la préméditation. Quand vous regardez ce que vous redoutez vraiment en face, posément, ça rétrécit. Ce qui terrorise, c'est le flou. La forme imprécise qui prend toute la place dans votre tête sans jamais se laisser voir. Dès qu'elle est éclairée, elle redevient un objet de taille humaine. La psychologie contemporaine a redécouvert ce mécanisme il y a quelques décennies. Elle l'appelle l'exposition cognitive. Elle l'utilise en thérapie pour traiter les troubles anxieux. Et son principe est exactement celui que Sénèque écrivait à Lucilius, dans le sud de l'Italie il y a 2000 ans. Regarde ce que tu crains, tranquillement. Tu verras qu'il n'est pas ce que tu pensais. Voilà l'angle qu'on traite peu. La préméditation n'est pas un exercice pour s'inquiéter mieux, c'est un exercice pour cesser d'avoir peur de l'inconnu en le rendant connu. Voici, concrètement, comment cela peut donner. Vous avez demain un rendez-vous qui vous inquiète. Pas une chose tragique, juste une conversation un peu difficile. Prenez 5 minutes ce soir, posément, devant un verre d'eau, et regardez en face la version où cette conversation se passe mal. Vous y allez, vous écoutez, vous répondez ce que vous pouvez, vous repartez, vous rentrez chez vous, vous mangez ce qu'il y a à manger, vous dormez. La journée suivante arrive, et vous êtes encore là. Vous voyez, le pire scénario, regardé en face, est presque toujours survivable. Ce n'est pas que vous l'auriez voulu, c'est qu'il n'a plus dans votre tête ce halo d'horreur qu'avait sa version floue. Troisième outil. Et c'est là peut-être plus encore qu'il y a un malentendu courant. L'amor fati, l'amour du destin. L'idée que vous devriez aimer ce qui vous arrive. C'est un mot qu'on entend partout aujourd'hui. Il a beaucoup circulé. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et à force qu'on en parle, il s'est installé une compréhension paresseuse qui dit à peu près ceci. Aimer son destin, c'est dire oui à tout, accepter ce qui arrive, ne plus rien refuser. C'est faux. Et c'est même dangereux, parce que ça transforme une découverte stoïque profonde en une recette d'écrasement de soi. L'amor fati n'est pas une acceptation passive de ce qu'on vous fait subir. Ce n'est pas un blanc-seing donné aux autres pour vous infliger ce qu'ils veulent en vous demandant de l'aimer ensuite. Ce n'est pas une philosophie pour personne qui se laisse faire. L'amor fati porte sur ce qui est déjà arrivé. Vous voyez la nuance, le passé, pas l'avenir. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous ne pouvez plus le changer. Vous pouvez le regretter pendant 30 ans, vous ne pourrez pas le défaire. Toute votre énergie consacrée à le repousser intérieurement est une énergie perdue, qui ne vous rendra pas une seconde de votre vie. L'amor fati propose un geste radical. Vouloir ce qui est arrivé. Pas se résigner. Vouloir. Décider intérieurement que cela devait avoir lieu et l'accueillir comme faisant désormais partie de votre histoire pleinement, sans réserve. Ce n'est pas dire que c'était bien. Une chose terrible reste terrible. Ce n'est pas non plus dire qu'on aurait choisi cela si on avait eu le choix. On n'aurait pas choisi. Mais on n'avait pas le choix. Et maintenant que c'est là, le seul rapport vivant à ça
c'est de le prendre comme à soi. Quand vous arrivez à faire ça pour de vrai, vous récupérez d'un coup une énergie que vous ne saviez même pas dépenser. L'énergie de la lutte sourde contre votre propre passé. L'énergie de la phrase intérieure qui dit « ça n'aurait pas dû arriver » et qui la répète des milliers de fois par an depuis des années. Cette énergie revient, et avec elle, vous pouvez enfin agir sur le présent qui est, lui, le seul endroit où l'action a du sens. L'avenir, lui, n'est pas l'objet de l'amor fati. L'avenir est l'objet de votre action, de votre choix, de votre intervention. Si quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose maintenant et que vous pouvez refuser, refusez. L'amor fati ne vous demande pas de tendre la joue, il vous demande de ne pas continuer à dépenser des forces sur ce qui est déjà passé. Vouloir ce qui est arrivé, agir sur ce qui peut encore l'être. La distinction est claire dès qu'on la pose. Voici là encore l'exercice concret. Choisissez ce soir une seule chose dans votre passé que vous repoussez encore intérieurement. Pas la plus grosse, une moyenne, suffisamment pour qu'il y ait du travail à faire, mais pas au point de vous écraser. Et essayez une seule fois intérieurement de dire « oui ». Pas « oui, c'était bien ». Oui, c'est arrivé, c'est à moi, je le prends. Vous remarquerez quelque chose, c'est dur, c'est même physique. Quelque chose en vous résiste, et c'est exactement à cet endroit que se trouve l'énergie que vous dépensez sans le savoir depuis des années. Il y a une chose que je voudrais ajouter sur l'amor fati, parce qu'elle est rarement dite, et qu'elle vaut la peine d'être entendue. Nietzsche, qui n'était pas stoïcien, a repris cette idée. Il l'a même reformulée d'une manière qui dépasse la version antique. Il a écrit, en substance, que la vraie grandeur d'une personne se mesure à sa capacité non seulement d'accueillir ce qui est arrivé, mais de pouvoir dire encore, de vouloir que cela revienne exactement à l'identique, autant de fois qu'il faudra, sans en retrancher la moindre virgule. C'est une formulation dure, elle peut faire reculer. Et pourtant, quand vous la regardez en face, elle pose une question qui change un rapport entier au temps. Voulez-vous être quelqu'un qui passe sa vie à voudrait que ce ne soit pas, ou voulez-vous être quelqu'un qui assume entièrement ce qu'il compose? Vous n'avez pas à répondre tout de suite, la question est ouverte, mais elle est là, dans cette philosophie, depuis 2000 ans, et chaque génération doit la prendre à son tour. Et puisqu'on est dans les outils, il y en a un quatrième qu'on cite moins, et que je voudrais déposer ici, parce qu'il complète bien les trois premiers. Marc Aurèle, dans le carnet dont je vous parlais tout à l'heure, revient plusieurs fois sur un geste mental qu'il appelait, en substance, la vue d'en haut. Il ne s'agit pas d'imaginer le monde à très grande échelle, ce qui serait facile et un peu vain. Il s'agit de se déplacer dans le temps, de regarder ce qui occupe votre soirée comme si vous étiez déjà vous-même dans 10 ans, en train de la revisiter. Faites cet exercice juste un instant. Cette inquiétude qui vous tient maintenant. Ce sujet sur lequel vous ne lâchez pas votre tête. Imaginez que vous êtes assis dans 10 ans, dans une pièce qui n'existe pas encore, en train de regarder cette soirée comme un souvenir lointain. Comment la voyez-vous? Comment racontez-vous à 10 ans de distance ce qui se passe ce soir? Très souvent, et c'est ce qui rend l'exercice utile, vous découvrez deux choses à la fois. D'abord que ce qui prenait toute la place ce soir tient en 2 phrases dans la version à 10 ans. Ensuite, que ce qui compte vraiment dans cette soirée n'est peut-être pas du tout ce que vous pensiez. Ce qui restera, c'est que vous étiez seul, c'est l'odeur du café, c'est le silence de la pièce. Pas le sujet de l'inquiétude qui aura été oublié depuis longtemps. La vue d'en haut, en temporel, est un outil de proportion. Elle ne dit pas que rien n'a d'importance. Elle dit que vous avez tendance à confondre l'importance d'un sujet et la place qu'il occupe dans votre attention. Et qu'en regardant depuis le futur, vous récupérez la juste hiérarchie. Marc Aurèle utilisait cette technique avant de prendre une décision,
mais aussi pour désamorcer un commentaire trop bruyant. À 2 heures du matin, quand la pensée prend toute la place, demandez-vous, dans 10 ans, est-ce que cette nuit aura compté? La réponse est presque toujours non. Et cette réponse, à elle seule, change votre rapport à la nuit en cours. Voilà les 4 outils. Nommez le commentaire. Désarmer le pire en le regardant. Vouloir ce qui est déjà arrivé. Regarder le présent depuis 10 ans. Ensemble, ils dessinent une circulation, presque une respiration. Le matin, une préméditation courte sur ce qui vient. La journée, vous nommez les commentaires qui se forment. Le soir, vous regardez la journée écoulée avec un peu d'amor fati, pour qu'aucun moment ne reste à votre charge intérieurement. Et quand un sujet prend malgré tout trop de place, vous appliquez la vue à 10 ans pour récupérer la proportion. Vous n'avez pas à tout faire tous les jours. Vous prenez celui qui s'impose au moment où il s'impose. Avec le temps, c'est lui qui vient à vous, sans même que vous ayez à y penser. Et tout cela commence ce soir. Pas demain matin avec un grand projet de transformation. Ce soir. Sur cette phrase qui vous est revenue tout à l'heure et qui ne vous lâche plus. Vous pouvez maintenant distinguer le fait et le commentaire. Vous pouvez maintenant regarder en face le pire scénario que vous redoutiez en filigrane. Vous pouvez maintenant décider que cette journée est arrivée et que vous n'allez pas la refaire toute la nuit. C'est un travail qui se fait dans l'instant, pas dans le futur. Acte 4. Vivre dans le fait. Imaginez une journée où le commentaire serait plus mince qu'aujourd'hui. Pas absent, personne ne vit sans commentaire, mais plus mince, plus court, plus rapidement reconnu, plus rapidement désarmé. Vous vous réveillez, le réveil sonne. Avant que votre tête ait eu le temps de fabriquer le récit de la journée à venir, vous êtes déjà debout. Vous prenez votre café, vous regardez par la fenêtre, la lumière est ce qu'elle est, vous la voyez. Vous ne lui ajoutez pas l'idée que la journée va être difficile, ou qu'elle est trop tôt, ou que vous êtes fatigué. Le café est chaud, la lumière est là, et c'est suffisant pour cet instant. Vous croisez une personne dans la journée, elle vous parle, vous écoutez ses mots. Vous ne lui ajoutez pas 20 couches d'interprétation, vous répondez à ce qu'elle a effectivement dit. La conversation est plus simple, elle ne pèse pas 3 heures après. À midi, vous mangez. Vous mangez vraiment. Vous ne mangez pas en répétant intérieurement une conversation à venir. Vous goûtez ce qu'il y a dans l'assiette. C'est une chose à goûter. Vous la goûtez. À 18 heures, vous rentrez. Vous posez vos affaires. Vous êtes là. Vous n'êtes pas en train de refaire la journée. La journée est passée, elle est faite, ce qui est arrivé, et la soirée commence. Une soirée n'a pas besoin de porter une journée. Une soirée est elle-même. Vous pouvez l'habiter. Cette description peut vous paraître irréaliste. Vous vous dites que ce n'est pas possible, qu'on n'arrive jamais à un état pareil, que de toute façon il y a des soucis réels qui restent, qu'on ne fait pas disparaître la vie en arrêtant de penser à elle. C'est juste. Et ce n'est pas du tout ce que je décris. Je ne décris pas une vie sans soucis. Je décris une vie où les soucis ont leur taille réelle. Une vie où vous arrêtez de leur donner une enveloppe plus grande qu'eux. Une vie où ce qui pèse 5 kilos pèse 5 kilos, et où ce qui pèse 50 grammes pèse 50 grammes. Vous serez encore inquiet de ce qui mérite l'inquiétude. Vous serez encore triste de ce qui mérite la tristesse. Vous serez encore en colère de ce qui mérite la colère. Mais vous arrêterez d'être inquiet, triste et en colère par-dessus le marché, pour des choses que votre tête a fabriquées à partir d'à peu près rien. C'est ça l'équilibre que les stoïciens visaient. Pas une absence d'émotion, une proportion juste entre l'émotion et ce qui la cause. Une vie où vous payez le prix juste, et seulement le prix juste, pour ce que vous traversez. Il y a quelque chose dans cette posture qui ressemble à une libération. Vous récupérez du temps que vous ne saviez même pas perdre.
Vous récupérez de l'attention que vous ne saviez même pas dépenser. Vous récupérez des heures de soirée que vous croyiez condamnées à la rumination. Vous récupérez le goût de ce que vous mangez, la douceur du contact avec ceux que vous aimez, la possibilité d'être assis 5 minutes sans rien faire et sans culpabiliser. Toutes ces choses, ce ne sont pas des récompenses promises pour un jour lointain. Ce sont des choses qui reviennent au fur et à mesure que vous retirez le commentaire. Elles ne reviennent pas toutes en un soir, mais elles reviennent. Le stoïcisme moderne est, à cet égard, une économie. C'est une manière de cesser de dépenser ce que vous n'avez pas besoin de dépenser et de pouvoir enfin consacrer votre énergie à ce qu'il mérite. Il y a un mot grec que les stoïciens utilisaient pour décrire ce qu'on cherche au bout de cette pratique. L'ataraxia, la tranquillité. Pas l'extase, pas la sérénité totale, pas le bonheur permanent. Quelque chose de plus simple, de plus tenu. L'absence de troubles inutiles. Le calme qui reste quand on a cessé d'agiter ce qui n'avait pas à l'être. L'ataraxia n'est pas un état exceptionnel qu'on atteindrait au bout d'une longue ascèse. C'est un état que vous touchez probablement plusieurs fois par semaine déjà, sans le reconnaître. Le moment après une bonne conversation où vous marchez seul dans la rue, sans penser à rien de particulier. Le moment au matin où vous regardez par la fenêtre avant que la première pensée de la journée ne se soit formée. Le moment en lisant où vous tournez une page et où une demi-seconde de silence parfait s'installe entre vous et le livre. Ces moments existent, vous les avez. Le travail stoïque, c'est de les rendre moins rares et plus longs. Et il y a une autre chose qu'on peut dire en passant, et qui me paraît importante. Quand vous commencez à vivre un peu plus dans le fait et un peu moins dans le commentaire, quelque chose change aussi dans votre relation aux autres. Vous écoutez mieux ce qu'on vous dit, parce que vous n'êtes pas en train de préparer votre réponse pendant qu'on vous parle. Vous remarquez des choses chez les gens que vous aimez, des inflexions, des moments d'absence, des éclats de fatigue, que vous n'aviez plus le temps de voir. Vous devenez, sans rien faire de spécial, plus disponible, pas plus gentil, plus présent. C'est un effet secondaire que les stoïciens auraient sans doute trouvé presque plus important que l'effet principal. Ils ne pratiquaient pas pour aller bien, eux. Ils pratiquaient pour être capables d'aimer les autres avec justesse et de jouer leur rôle dans la cité avec une attention pleine. Le calme intérieur n'était pas une fin, c'était le moyen d'être enfin disponible pour ce qui méritait leur attention. Vous voyez à quel point cette philosophie est généreuse en réalité. Elle ne vous propose pas un retrait du monde, elle vous propose un retour au monde, plus juste, plus présent, plus capable d'aimer parce que moins occupé à se commenter soi-même. Une dernière chose avant qu'on s'arrête. Vous allez retomber dans le commentaire dès demain, probablement plusieurs fois. Le mécanisme automatique ne s'éteint pas, il n'est pas censé s'éteindre. Il est en vous depuis l'enfance, il vous a accompagné depuis toujours, il continuera. Le travail stoïque n'est pas d'arrêter le mécanisme, c'est de le reconnaître plus vite, à chaque fois, et de retirer son consentement plus tôt. La première fois, vous le verrez au bout de 2 heures. Vous aurez déjà fait le tour, vous serez déjà fatigué, vous direz « Tiens, c'était un commentaire, pas grave, vous l'avez vu. » C'est déjà mieux que de ne pas l'avoir vu. La deuxième fois, vous le verrez au bout d'une demi-heure. La 50e fois, au bout de 5 minutes. À un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, vous le verrez se former et vous direz, en lui souriant presque, « Tiens, encore toi », et vous passerez à autre chose, sans même engager la lutte. C'est ça le progrès stoïque. Ce n'est pas une victoire, c'est une vitesse de reconnaissance. L'équilibre dont vous cherchez la formule, le voilà. Il n'est pas dans la disparition du commentaire, il est dans la lucidité sur le commentaire. Vivre autant que possible dans ce qui est. Et reconnaître, à chaque fois que vous vous éloignez, que vous êtes en train de vous éloigner.
C'est moins romantique qu'on ne voudrait. C'est plus tranquille que ce qu'on promet à la télévision. Et c'est solide. C'est portable. Ça tient pendant toute une vie. Et ça s'améliore avec le temps, contrairement à beaucoup de méthodes qui s'usent avec l'usage. Le stoïcisme s'use à l'envers. Plus vous le pratiquez, plus il devient simple. Plus il devient simple, plus il devient présent. Plus il devient présent, moins vous avez besoin d'y penser. Vous l'aurez intégré sans le savoir, comme on intègre la marche, comme on intègre la lecture. Une chose qui était difficile au début, qui devient naturelle, qui devient enfin invisible. Voilà. Reposez-vous si c'est l'heure. Si ce ne l'est pas, allez vivre ce qui suit simplement, une chose après l'autre, sans rien ajouter.